c'est le sujet principal de l'actualité politique depuis plusieurs jours maintenant. Lundi soir, tard dans la nuit, pour être précis, les députés à l'Assemblée nationale ont décidé de changer de constitution pour le Togo, pour, renseigne-t-on, renforcer la démocratie et l'équilibre plus marqué de la séparation des pouvoirs. Alors, le texte proposé marque désormais le passage du régime semi-présidentiel au régime parlementaire. Désormais, l'exécutif togolais, on va dire, sera composé du président de la République qui dispose du pouvoir symbolique. Les moins enthousiastes disent qu'il comptera pour de beurre. En tout cas, il sera néanmoins le garant de l'unité nationale et de la continuité de l'État. Il ne sera plus élu par le peuple directement, mais par le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée et le Sénat pour un mandat unique de 6 ans. Il gouvernera par le président de la République. Celui qui gouvernera, c'est le président du Conseil pour un mandat de 6 ans. Il aura tous les pouvoirs de nomination et tout le reste. Cette proposition, on le voit bien depuis quelques jours, ne reçoit pas l'assentiment de tous les Togolais. La classe politique, surtout de l'opposition extra-parlementaire et de la société civile. Alors, comment comprendre cette initiative que certains qualifient de coup de force constitutionnelle? Alors, pour en parler, nous avons avec nous en studio Kanka Malik Nachaba, délégué national du mouvement des jeunes UNIA. Bienvenue sur la radio, Taxi FM Lomé. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial Taxi FM à Lomé. Comme annoncé, notre invité, c'est Kanka Malik Nachaba, délégué national des jeunes, des mouvements jeunes, donc à UNIR. Et pour cette émission, nous parlerons avec lui, on lui posera des questions, il répondra à nos questions. Et puis vers la fin, on vous donnera la parole pour réagir. Vous aurez en ce moment-là la possibilité de nous appeler sur le 92 60 81 81 en direct, ou nous envoyer donc des messages par SMS, WhatsApp sur le 93 94 96 64. Malik Nachaba, bonjour. Bonjour, Monsieur Gâteau, bonjour aux auditeurs de Taxi FM. Merci d'être avec nous ce matin, ça fait quand même un bon moment qu'on ne vous a plus en studio, depuis en tout cas le mois de septembre dernier. Merci de votre invitation, je viens avec plaisir, merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Blue Zone la dernière fois au lendemain de ce changement de constitution? On a vu des mouvements de réjouissance, certains ont dit que UNIR s'est réjoui parce qu'on a changé de constitution. Est-ce que c'était ça, ce qui s'est passé là-bas? Merci beaucoup. Je pense que vos collègues des médias étaient sur place. Et la dernière fois à la Blue Zone, c'était une activité de présentation des candidats du Grand Lomé, du parti UNIR, aux militants et aux structures de base de notre parti. Donc c'est une activité assez classique en période préélectorale, qui est qu'une fois que les candidats ont été désignés, ils soient présentés à la population et qu'ils soient missionnés d'une certaine façon pour pouvoir aller vers les uns et les autres. Et du reste, les propos, les discours qui ont été prononcés à cette occasion sont disponibles puisque cela a été fait publiquement, ont tous porté sur les raisons qui font que nous sollicitons à nouveau le suffrage des populations et sur les résultats de la politique d'inclusion et de recherche du bien-être des populations que le chef de l'État mène à travers le gouvernement et la feuille de route gouvernementale. Et donc, ce discours-là visait à mobiliser nos militants et la population en général dans le cadre de la présentation des candidats. C'est des activités qui se tiennent un peu partout dans quasiment toutes les préfectures puisque nous avons des candidats partout. Donc, nous sommes dans cette phase-là très intense politiquement qui nous mobilise énormément. Merci. Merci pour cette précision. La raison pour laquelle nous vous avons invité ce matin porte, n'est-ce pas, sur ce qui s'est passé dans la nuit de lundi à mardi, c'est-à-dire cette nouvelle constitution qui est donc proposée aux Togolais aujourd'hui, qui a été adoptée par les députés à l'Assemblée nationale. Le débat s'est posé même avant cette adoption à l'Assemblée nationale de l'opportunité même d'une révision constitutionnelle.
Et mardi matin, on s'est rendu compte que ce n'est pas une révision, mais c'est un changement de constitution. Est-ce que c'est bien ça? La question c'est est-ce que c'est bien un changement de Constitution ou d'une révision constitutionnelle? En Parce effet, qu'on nous dit qu'il y a une nuance là-dedans. Je voulais que les thèmes soient bien clairs avant qu'on nous démarre. Alors, en effet, il s'agit d'un changement de constitution qui a été mis en œuvre conformément aux procédures qui sont prévues par le test lui-même. Donc, c'est dans la droite ligne du respect du test que les actions ont été menées par le pouvoir législatif qui en a la pleine légitimité et la pleine latitude. Alors, aujourd'hui, le débat dans l'opinion, vous l'écoutez, c'est l'opportunité même de cette initiative aujourd'hui. Pourquoi, en ce moment, qu'il faut passer à un régime parlementaire? On reviendra principalement sur la question du régime parlementaire. Pourquoi aujourd'hui? Alors, pourquoi pas hier? Pourquoi pas demain? Merci beaucoup. Je pense que la question de l'opportunité tient du fait que nous avons une pratique politique qui, depuis une trentaine d'années, repose sur un test fondamental, la Constitution de 1992, qui a structuré la vie politique, la vie institutionnelle, autour d'une élection majeure, il faut le dire, de l'élection présidentielle, qui est une élection qui cristallise beaucoup d'énergie, qui cristallise aussi beaucoup de tensions quelquefois. Dieu merci, depuis quelques années, cela n'est plus tellement le cas, mais néanmoins, nous constatons qu'il y a toujours un cycle électoral, suivi d'un cycle de contestation, suivi d'un cycle de discussion parfois, et pour aboutir finalement à une période qui est juste la période entre deux élections majeures, qui est l'élection présidentielle. Et donc, cela a aussi pour difficulté d'affecter en quelque sorte la marche du pays vers le progrès. Parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de capacités qui sont mises dans le fait d'aller vers des cycles électoraux majeurs à un autre cycle électoral majeur, avec ce que cela implique. Et donc, c'est dans ce cadre que des réflexions ont été menées et que des réflexions ont conduit à prendre cette initiative au niveau des élus de la nation, qui ont pris cette initiative de proposer cette réforme de la Constitution pour pouvoir justement répondre à ces difficultés et éviter que nous ne tombions dans les limites de la Constitution telle que nous la connaissons, qu'on peut anticiper, que d'autres pays ont eu à expérimenter avant nous, qui sont des sujets de cohabitation politique, qui sont des sujets où on élit une personne en tant que premier responsable et qui peut se retrouver confronté dès le lendemain ou dès les semaines qui suivent à une majorité qui n'est pas la majorité qui correspond à celle qui peut l'aider à conduire sa politique ou qui n'a pas la même lecture de la politique que lui. Et donc, c'est pour éviter ce type de chevauchement-là qui peut arriver techniquement dans le système qui était le nôtre et aussi pour aller vers un système, si je puis dire, pour passer d'un système centralisé, où le pouvoir est centralisé autour du président de la République, à un pouvoir plus décentralisé au niveau du Parlement, qui est désormais au cœur du dispositif. Et donc, il a été jugé opportun de le faire dans le cadre de cette législature, parce qu'il y avait un calendrier qui le permettait, et je pense aussi qu'il y a à un moment donné, les discussions qui avancent et qui aboutissent à un moment donné. C'est le moment auquel la discussion a abouti et c'est pour ça que la réforme a été faite à ce moment-là. Alors, honnêtement, ce que nous avons jusqu'à lundi soir où il y a eu ce changement qui est intervenu, en quoi cela a-t-il constitué un véritable problème pour la gouvernance de ce pays et qu'il faille changer de constitution, sérieusement? Je viens de mentionner quelques points. Oui. Je viens de mentionner quelques points. La difficulté qu'il y a dans un système où tout est centralisé, c'est ce que je disais, c'est le fait qu'à un moment donné, il peut y avoir une impression qu'il y a un pouvoir qui remonte à un seul poste, à un seul décideur, oui, pour passer à un système où on a un dispositif où c'est un pouvoir plus décentralisé et plus horizontale, si je puis dire, au niveau du Parlement. Oui, mais en même temps, jusqu'à maintenant, le président de la République, Faure Gnassingbé, aujourd'hui, gouverne parfaitement bien. Enfin,
Je suppose qu'il n'y a pas eu de problème, il y a la majorité qualifiée, donc la verticalité, il n'y a pas de problème. Nous devons toujours, est-ce qu'il faut attendre effectivement que les blocages institutionnels arrivent avant de les résoudre? Oui, en même temps, le monde ne fonctionne par crise, vous savez. Non, non, le modèle peut fonctionner par crise, mais ce que je voudrais dire, Oui. c'est qu'il s'agit justement d'anticiper Okay. les difficultés qui peuvent survenir. Et du reste, quand on dit que le système ne connaît pas de difficultés, ce n'est peut-être pas des difficultés qu'on voit, mais on se rend compte que quand, par exemple, on est dans un dispositif où celui qui est le maître, j'allais dire des horloges, celui qui est le maître de la mise en œuvre de la politique, n'est pas techniquement celui qui est responsable devant les élus du peuple. C'est une réalité que nous vivons. Et on l'a vu parfois quand les élus voulaient interpeller le gouvernement, ils avaient un certain nombre de limites, ce qui ne sera pas le cas avec le dispositif qui sera mis en place. Donc la reddition des comptes, d'une certaine façon, sera renforcée. Et nous devons avoir à l'esprit qu'aucun système n'est parfait. Aucun système ne peut être considéré qu'il est parfait. Les hommes, par leur capacité et aussi par leur sagesse, il faut le dire, le chef de l'État, par sa sagesse, peuvent aller outre un certain nombre de difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Mais avoir un dispositif où on a deux têtes de l'exécutif, où le pouvoir est en quelque sorte émanant de l'un vers l'autre, le président vers le Premier ministre, est un dispositif qui est potentiellement plus facile de se gripper que s'il y en a un seul qui a l'ensemble des capacités en termes de gouvernance. Okay. C'est ce qui est la réalité du système que nous avons. Alors, le test a été voté dans la nuit de lundi à mardi. Ce qu'on a envie de savoir, c'est vrai que ce qui est dans l'opinion aujourd'hui, c'est des bribes d'informations, puisqu'il va falloir que le président de la République actuelle promulgue le test, on va y revenir, et que ce soit disponible pour que les Togolais, dans leur entièreté, puissent lire et connaître les éléments précis. Ce que j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui va changer avec cette nouvelle constitution? Alors, ce qui va changer, comme cela a été dit de manière assez large, c'est le passage du régime qu'on appelait semi-présidentiel, en réalité présidentiel, à un régime parlementaire. Un régime parlementaire, par son nom même, nous dit que le Parlement est en quelque sorte le centre de ce système. Le cœur battant du système, c'est le Parlement, avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Les deux chambres réunies sont là où le véritable pouvoir se trouvera. Et à partir ce qui n'avait pas avant, c'est ça? Aujourd'hui, dans le système dans le régime présidentiel, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut parfaitement se retrouver avec une assemblée d'un autre bord politique sans altérer considérablement le mandat du premier responsable, puisqu'il a été élu au suffrage universel direct. Sa légitimité était totalement détachable de la légitimité ou du bord politique de l'Assemblée, ce qui ne sera plus le cas. C'est-à-dire qu'il sera désormais le président du Conseil, qui est celui qui détient la réalité du pouvoir exécutif, comme vous l'avez dit, sera l'émanation, sera élu par les deux chambres réunies dans une configuration de congrès. Exact. Ce qui veut dire qu'il est élu par eux et donc il est responsable devant eux. Il a le pouvoir exécutif et il est responsable devant le pouvoir législatif qu'il a élu. Ça, c'est le premier point en termes de régime parlementaire. Et donc, le Parlement, le président de la République, qui, lui, comme vous l'avez dit, est une autorité qui a le pouvoir symbolique, mais qui est aussi une autorité morale, qui est un point de ralliement au-delà de la politique quotidienne, puisque la politique quotidienne, justement, aura son espace au niveau du Parlement. En revanche, le président de la République aura un rôle symbolique et un rôle de ralliement de l'ensemble des uns et des autres au-delà des questions politiques. Donc, il aura ce rôle symbolique et ce rôle d'autorité morale et de point de fixation. De garant de l'unité nationale. Voilà, de garant de l'unité nationale et donc au-dessus de la mêlée, comme on l'a dit à une époque. Et forcément, cela renforcera la responsabilité gouvernementale, parce que la responsabilité gouvernementale sera devant l'Assemblée nationale qui
a la responsabilité d'élire le président du conseil du gouvernement. Ensuite, il y a, au niveau des droits, il y aura une déclaration de droits qui sera annexée à la nouvelle, au nouveau test. Il y a eu une rationalisation du test pour passer de 150 et quelques articles à 100 articles, mais ça c'est beaucoup plus technique, évidemment. Mais ce qu'il faut retenir fondamentalement, il y a d'autres éléments, mais je pense que ce qu'il faut retenir fondamentalement, c'est la focalisation sur le fait que cela laissera plus d'espace à décider et à agir beaucoup plus vite sur les actions de développement qui sont importantes pour nos populations. Et non pas de s'inscrire de manière continue, de manière régulière, encore une fois, dans des confrontations électorales permanentes qui amènent les difficultés au quotidien. Mais en revanche, dès que l'élection législative se tient, on connaît le leader qui va occuper la fonction de président de conseil et qui, en lien avec l'Assemblée nationale qui est l'émanation du peuple, qui est l'émanation des populations, va pouvoir conduire la politique et apporter des réponses aux préoccupations des populations. C'est vrai qu'on va revenir tout à l'heure sur les critiques à cette nouvelle constitution, mais les parlementaires que nous avons jusqu'à maintenant, ils contrôlent aussi l'action du gouvernement. C'est une très bonne question que vous posez et la réponse est oui, évidemment. Les parlementaires que nous avons contrôlent l'action du gouvernement. Mais comme vous le savez, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais la répétition importante, c'est que le gouvernement est l'émanation du président de la République qui a été élu au suffrage universel. Ce qui va changer, pour être très concret, c'est que le premier responsable sera désormais responsable devant le Parlement. Alors qu'aujourd'hui, dans le système que nous avons, nous savons bien, c'est le Premier ministre. C'est ce qui va changer. Ce qui veut dire que, encore une fois, pour le redire, l'Assemblée nationale est ce cœur qui va être celui qui va donner le tempo. Et donc, une fois qu'on a passé ce cap d'une élection législative, pour mettre en place le législatif et régional, pour mettre en place le Sénat, pour avoir un Parlement, les choses seront fixées et pourront permettre, avec cette continuité très forte entre le gouvernement et le Parlement, de mener des actions politiques et des actions économiques et sociales au service des populations, sans avoir un certain nombre de perturbations, si je puis dire, mais qui sont normales dans une vie démocratique, hein, mais qui sont des éléments dont on peut se passer, compte tenu aussi du fait que il ne faut pas oublier que nous sommes des pays qui sont dans une phase de croissance et dans une phase de transformation sur plusieurs plans, et qui nécessitent parfois une certaine célérité, et qui nécessitent parfois que les actions, les décisions puissent être mises en œuvre. Le temps des populations, comme on le voit par rapport aux besoins qui sont de plus en plus nombreux, n'est pas le temps de la politique. Parce que le temps de la politique nécessite beaucoup plus de temps. Alors comment raccourcir cela pour faire en sorte que nous ayons plus d'efficacité? C'est toute la question qui s'est posée et c'est la réponse qui est apportée. Et je pense que cela peut nous aider considérablement. Et des fois, quand on écoute les hommes politiques depuis la dernière fois, surtout ceux qui sont d'accord sur cette nouvelle proposition, on a le sentiment que lorsqu'on aura une majorité parlementaire qui va choisir naturellement le président de la République, du conseil, excusez-moi, parce qu'il va falloir avoir le temps pour que nous aussi nous habituions un petit peu au contexte. Évidemment. Mais c'est à croire que le Parlement ne sera jamais ou ne sera que d'accord avec le président du conseil. C'est ce que... Ou c'est compliqué que le Parlement ne fasse que ce que le président du conseil qui est de son bord. De manière, j'allais dire, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, l'objectif, c'est, dans le cadre du Parlement, de dégager la majorité qui va désigner le leader et donc qui, en le désignant, j'espère, pour leur propre cohérence, qu'ils l'accompagneront. C'est cela, c'est ce qu'on dit. Parce qu'on a vu ailleurs aussi qu'ils sont pareils. C'est ce qu'on dit tout simplement, mais globalement... En Israël, on voit que la majorité parlementaire, il arrive, ou elle dit non. Non, on change de capitaine de bord. Non, ça c'est comment dire ça? Ça c'est le cycle politique. Ça c'est le cycle politique. Mais l'objectif du système ne peut pas être d'envisager que il y ait une majorité qui ne sont pas alignées avec son président de conseil. Ça c'est le principe dans le test est forcément un principe
qui repose sur le fait que c'est la majorité qui désigne Oui. le président du Conseil et que c'est cette majorité-là qui l'accompagne. Ça, c'est le principe. Alors, sur le régime politique, le régime parlementaire désormais, bon, peut-être qu'on va attendre encore un peu que le président promulgue la loi. Exactement. C'est vrai que Exactement. d'autres lui demandent de ne pas promulguer la loi. On va en parler tout à l'heure, notamment sur le cas des évêques du Togo. Mais quel est l'incident de ce régime parlementaire, par exemple, sur la gouvernance globale du Togo? Je viens de le dire. Oui. Viens de le dire en disant que le temps dont nous avons besoin pour répondre aux besoins des populations Oui. est un temps qui est de plus en plus court. Il y a besoin d'avoir cette fluidité-là entre les deux pouvoirs d'un point de vue politique, d'un point de vue technique, pour pouvoir justement réaliser et atteindre les objectifs. On n'est plus dans cette dualité au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire où il y a un président de la République qui lui-même délègue à un premier ministre, qui forcément va déléguer une partie au ministre. Donc on n'a plus cette dualité-là. Et à partir de là, il y a un temps qui est raccourci, qui permet d'avoir des décisions et qui permet d'avoir une plus grande efficacité. D'un point de vue de la gouvernance et du quotidien des populations, c'est un gain important. C'est un gain important. Et on voit que cela met à plat un certain nombre de difficultés qui peuvent arriver d'un point de vue technique sur des questions d'alignement parfois entre le niveau primature et le niveau présidence de la République, ce qui arrive à partir du moment où il y a deux personnes qui occupent ces fonctions-là. Ça n'arrive pas tous les jours, évidemment, et Dieu merci, mais cela est une probabilité qui peut arriver. Et par ailleurs, dans le meilleur des mondes, il y a un alignement, mais il peut y avoir des circonstances où on arrive dans un cadre électoral où il y a une dissonance politique entre les deux. Et là, je peux vous dire que pour réaliser les besoins des populations, je pense que ça prendra encore plus de temps. L'un décidera d'aller dans tel sens, l'autre décidera peut-être d'aller dans le même sens, mais de prendre un chemin peut-être différent. Et là, il y aura des débats, des discussions, des oppositions peut-être qui ne sont pas favorables à notre développement. Aujourd'hui, l'enjeu le plus important, et je pense que c'est ce qu'il faut voir, c'est comment nous pouvons faire pour accélérer notre marche vers le progrès, notre marche vers le développement. Comment nous pouvons faire, y compris en nous interrogeant sur les mécanismes institutionnels dont nous disposons. Et je pense que cette proposition est une proposition qui va dans ce sens. Ce n'est pas autre chose qui guide cela pour pouvoir justement aller vers plus de développement, plus d'action. Et cette longueur du temps politique, tout le monde l'observe quand on a l'opportunité même de pratiquer. On l'observe, on observe qu'il y a une longueur et donc le raccourcir n'est pas une mauvaise chose. Alors, on a écouté beaucoup de commentaires depuis mardi sur ou autour de ce régime parlementaire, puisque on a le sentiment que c'est l'essentiel que les Togolais retiennent aujourd'hui. Un président de la République qui n'aura pas vraiment de pouvoir, il comptera, n'est-ce pas, pour, on l'a dit tout à l'heure, sur, comment est-ce qu'on a appelé même il doit être un président qui garantit l'unité nationale, il est là. Et puis il y a un président du Conseil qui va gérer le pouvoir. Mais dites-nous, Malik Nachaba, en quoi le fait de décider de passer un régime parlementaire est-elle une initiative audacieuse? J'ai écouté certains du pouvoir qui ont parlé de ça. En quoi c'est une initiative audacieuse? On dit il faut que la Constitution soit dynamique. C'est ça? Alors, la question de l'audace dont vous parlez, je pense que on peut avoir des analyses et des appréciations sur. Je ne dis pas ça pour jouer au panafricanisme, mais nous pouvons aussi nous affranchir des modèles que on nous a toujours décrits comme étant le modèle qui correspondait le mieux. Nous pouvons aussi avoir l'audace d'essayer quelque chose que nous considérons comme correspondant mieux à notre histoire politique, comme correspondant mieux à nos ambitions, à notre vision de développement. Et donc, en cela, je pense effectivement qu'il y a cette audace-là à saluer. Et ça montre aussi qu'il y a une sorte d'affranchissement par rapport à l'analyse, qu'il y a eu une analyse qui a été faite, qui tient compte de ce que nous voulons et de ce que nous vivons pour permettre d'avancer. Alors, on a entendu des histoires comme une constitution qui répond donc à nos besoins africains,
Est-ce que c'est ça? Moi, je n'ai pas utilisé cette expression. Je ne sais pas dans quel cadre cette expression a été utilisée. Je pense que je parlerai du Togo. S'agissant de l'Afrique, l'Afrique est diverse. La preuve, en Afrique, il y a des régimes présidentiels, Oui. il y a des régimes parlementaires qui marchent très bien et qui d'ailleurs montrent un certain dynamisme. Et on le voit dans des pays comme l'Éthiopie, quand l'élection est faite, le Premier ministre est le chef de l'exécutif, a la capacité et travaille conformément à ses ambitions. Alors, quelle garantie sécuritaire on a envie de comprendre, à peu près d'imaginer, peut-être que c'est un peu empirique, mais que, eh bien, il y a une garantie sécuritaire qu'offre ce régime parlementaire par rapport à ce qu'on peut appeler un bouleversement de l'ordre constitutionnel. C'est ce qu'on recherche aussi, entre autres. On recherche plus, comme je l'ai dit, hein, à régler ou à anticiper sur les dissonances qu'il peut y avoir entre plusieurs niveaux de pouvoir, comme on l'avait dans la précédente constitution. D'abord, dans la dualité ou dans le duo Premier ministre-président de la République, il peut y avoir des dissonances quelquefois qui pouvaient entraîner une crise institutionnelle majeure si on n'arrive pas à s'entendre, notamment dans une période de cohabitation par exemple, et qui peut entraîner que certaines couches de la société considèrent qu'il faut bouleverser l'ordre constitutionnel pour pouvoir justement mettre tout cela à plat, parce que les acteurs politiques n'arrivent pas à s'entendre, les acteurs institutionnels. Et l'autre dualité qu'il peut y avoir, l'autre dissonance qu'il peut y avoir dans le système qui existait, c'était aussi entre l'Assemblée nationale et le gouvernement, parce que parfois sur certaines thématiques, le gouvernement peut rendre compte, le Parlement peut s'estimer insuffisamment respecté, insuffisamment satisfait des comptes rendus qui sont faits, et donc peut challenger le gouvernement. Et un Parlement peut décider, on l'a connu au Togo, il y a eu une situation de motion de censure contre un gouvernement. Le gouvernement de Boli. Oui, oui, tout à fait. Et historiquement, il aurait pu y avoir une circonstance où parce qu'il y a une confrontation très forte, le premier responsable décide de reconduire ce gouvernement-là, et là, il y aurait eu une confrontation institutionnelle majeure. Mais la sagesse, encore une fois, des hommes ont permis que nous dépassions ces difficultés-là. Et donc, il faut que nous arrivions à trouver les mécanismes pour justement anticiper sur ces difficultés. Alors, le législateur a écrit tellement de choses, mais franchement, Malik Nachaba, est-ce que ce régime-là nous met à l'abri des crises? Supposons qu'on arrive après ce scrutin-là, et qu'au Parlement, il n'y a aucun parti qui dégage la majorité absolue, qu'il va falloir peut-être passer au vote, et donc forcément on a besoin d'autres collègues pour pouvoir choisir. Mais quand il y a crise, ou quand il y a un camp qui n'est plus d'accord, ça peut provoquer une crise. La question que vous posez est une question qui est la question du jeu politique. Oui, bien sûr. Qui se passera au sein du Parlement. Et au sein du Parlement, il y a, comme vous le dites, il y a des acteurs politiques. Et je suis convaincu que la majorité se dégagera. Comme cela se fait, et d'ailleurs, c'est un modèle que beaucoup ont salué pour les pays où il y a un très grand clivage entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Nous avons beaucoup salué le fait qu'il y ait, par exemple dans le dispositif allemand, une grande coalition qui réunisse les principaux acteurs politiques, qui fait que pendant tout un quinquennat, ou je crois que c'est 4 ans, pendant toute la période, on ne s'occupe plus des batailles politiques, mais on s'occupe d'un programme politique commun, de développement du pays qu'on met en place parce qu'on a mis une grande coalition qui va de tel parti à tel parti, je ne vais pas les détails, mais qui permettent justement de se focaliser sur le développement, quelle que soit la configuration politique. Et c'est cela l'élément qui peut nous encourager dans ce sens. Alors, le président de la République, garant de l'unité nationale, et puis il y a le président du Conseil. Mais, je ne sais pas, comme on n'a pas tout le texte pour lire et expliquer à nos auditeurs, peut-être que vous allez jeter un coup d'œil là-dedans. Le président de la République, au-delà du fait qu'il est le garant de l'unité nationale, qu'est-ce qu'il fait lui? Quand il se lève le matin, il fait quoi? Il reste chez lui là-bas, en attendant qu'il y a une crise, et recevoir les gens, parler avec eux, dire bon, écoutez, calmez-vous et consort. Lui, il fait quoi? Je pense que, en tant qu'homme de médias, hein, ouais, vous pouvez observer quels sont les agendas
de ceux qui sont dans cette situation-là, puisque par exemple la présidente de l'Éthiopie est dans cette situation. Elle a des activités institutionnelles. C'est une institution, présidence de la République. Elle a des activités institutionnelles. Elle a des activités d'échange avec les forces vives de la nation, elle a des activités de discussion, des activités de concertation, etc., qui sont faites au quotidien. Il ne s'agit pas d'avoir un pouvoir symbolique et de ne pas l'exercer non plus. Il y a un pouvoir symbolique qui nécessite d'avoir des actions, de suivre un certain nombre de sujets qui sont chers à la volonté du président, qui peut déterminer peut-être tel sujet comme étant un sujet important pour lui, qu'il suit particulièrement, mais la mise en œuvre opérationnelle de la réalité de cette politique-là est du ressort du président du Conseil. C'est ce que le texte dit. Il n'y a pas à rester, comme vous le dites, hein, dans son bureau, à ne pas agir ou à ne même pas être visible. Non, pas du tout. Et surtout, il y a aussi énormément de fonctions de représentation et de représentation de notre nation dans certains événements qui sont majeurs. Est-ce que vous écoutez les critiques donc, à cette nouvelle constitution qu'on a adoptée? Je vais reformuler la question autrement. Ouais. Pourquoi le peuple n'est pas au courant de ce qui allait se passer et que les gens se sont réveillés un matin et voient qu'on a changé de constitution pour eux, sans demander leur avis? La question fondamentale, c'est que ceux qui ont travaillé dans le cadre de l'adoption de ce texte sont des représentants du peuple. Je pense qu'il faut le souligner. Le peuple, selon notre constitution... Ils sont des mandataires. La constitution... On est d'accord? Non, ils sont des mandataires. Le peuple, selon notre constitution, détient la souveraineté et l'exerce, soit à travers ses représentants, soit à travers d'autres voies qui existent. Et les représentants du peuple ont le mandat et la pleine latitude d'exercer ce mandat qui leur a été donné à travers l'élection. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde ne peut pas se lever pour faire des lois. C'est pour cela. S'il y a des personnes qui ont été élues pour faire des lois, il faudrait qu'elles puissent faire ces lois-là. C'est logique et c'est conforme à ce que notre Constitution dit. Je pense qu'il faut tenir cela pour la réalité des choses. Ils ont ce mandat-là. C'est pour cela, encore une fois, que tout le monde ne peut pas se lever pour aller faire des lois. Il y a des gens dont c'est la responsabilité et qui ont eu un mandat pour cela. Quand vous avez le mandat, on peut quand même retourner vers celui qui vous donne le mandat pour savoir ce qu'il pense réellement et comment agir. Le moment où il y a des échanges entre les élus et leur population, ces moments sont des moments qui existent dans notre vie politique. Nous qui avons l'habitude parfois, pas tout le temps, de suivre les activités de nos élus, nous voyons qu'ils vont au contact des populations. Nous le voyons. Peut-être qu'on attend que ce soit effectivement par des moyens plus digitaux, etc. Mais il ne faut pas hésiter à savoir qu'il y a effectivement un contact et ce n'est pas hors sol, si je puis dire. Ce n'est pas un travail hors sol. Okay. C'est une réalité vécue qu'ils expriment. Et vous écoutez les opposants à cette constitution, surtout les partis politiques de l'opposition extra-parlementaire? Je pense que nous sommes le parti UNIR et les élus les uns et les autres. Il y a une diversité d'opinions qui s'est exprimée. Il semble que le parti au pouvoir vient de faire un coup d'État constitutionnel. Il y a une diversité d'opinions qui s'est exprimée. Il y a eu des opinions qui se sont exprimées favorablement, sinon positivement, par rapport à ce nouveau régime. Il y en a d'autres qui ont été moins favorables. Et ces opinions sont des opinions qui peuvent s'exprimer dans notre pluralisme, puisque nous sommes dans un système pluraliste. Et la réalité est qu'il y a ceux qui ont la capacité de mener une réforme constitutionnelle et qui l'ont menée. Et donc, dans ce cadre-là, cette réforme constitutionnelle suit son cours conformément aux textes qui sont les nôtres et poursuit son chemin dans la logique des choses. Oui, mais est-ce que vous les écoutez au moins, l'opposition, qui n'est pas d'accord sur ça?
Pourquoi est-ce que ceux qui sont au Parlement ou le gouvernement n'a pas choisi d'entendre tout le monde sur une constitution de la République qui concerne tout le monde, Encore pas que une ceux qui sont au fois, Parlement, encore une fois, la question, composante de la société? encore une fois, la question politique, c'est au Parlement que cela s'est discuté. C'est une question politique de changement de constitution et il ne faut pas séparer, j'allais dire, les Togolais entre ceux qui seraient dans un cadre politique donné et ceux qui seraient hors de ce cadre politique. Dans le cadre politique qui est le nôtre, dans le cadre de la représentation nationale, où les élus du peuple, de tout le peuple, sont représentés, l'action a été prise de mener cette réforme-là. Et je pense que cela a nécessité que les uns et les autres puissent se prononcer. Mais j'insiste sur la question parce que la dernière fois, lorsqu'on devait porter le nom de député, de siège de député, de 91 à 113, le débat a été discuté au CPC. Oui. Et ce n'est qu'après ça que le gouvernement, écoutez, a continué et puis voilà, on s'est arrêté à 113. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas peut-être aussi fait la même chose, ne serait-ce que amener ce débat au niveau d'un cadre politique? Vous et moi, nous voyons ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Et ce qui se passe en dehors ou ce qui se prépare en termes de discussion, je pense que nous n'avons pas la quintessence de tout cela. Ce que moi je peux dire, c'est que le consensus ou la largesse de l'adhésion qui est requise est quelque chose qui est constaté à travers deux choses. La première, c'est que l'initiative n'est pas une initiative d'un seul parti. L'initiative est une initiative plurielle à minimum. Plurielle venant d'acteurs politiques, des partis politiques, mais venant également d'acteurs indépendants qui ne sont pas dans les structures politiques. Et ensuite, le deuxième point, c'est le vote à une écrasante majorité du test. Et on peut estimer que cela ne traduit pas les choses, mais politiquement et dans la réalité de l'adhésion de l'ensemble des élus à ce test-là, c'est une réalité avec laquelle il faut compter. C'est une réalité politique qui est là. Les évêques ont parlé. Lorsque cette histoire est su par l'opinion, qu'il y a un test au niveau de la commission des lois et que probablement ça va être voté. Et la dernière fois, lorsque le test est passé à l'Assemblée nationale, les évêques ont sorti un test. Et ils demandent presque au président de la République, pas presque, ils l'ont écrit clairement, de ne pas promulguer. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je respecte énormément les représentants religieux de quelque religion qu'ils soient. Je pense que c'est des personnalités importantes et des institutions. Néanmoins, je me garde toujours de commenter les actions d'une institution. Je pense que dans ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas cité, si je puis dire, si je peux être jusqu'au boutiste, ils n'ont pas cité le parti uni, ils ont échangé avec une autre institution qui est la présidence de la République. Et donc, c'est quelque chose que je respecte, qui est une discussion qui trouvera sa réponse à l'intérieur de cet espace-là. Nous respectons les démarches des uns et des autres et je pense que je vais m'en tenir là parce que je ne voudrais pas commenter cela dans la mesure où nous sommes des acteurs politiques et nous échangeons avec, j'allais dire, nos homologues qui sont dans cette sphère-là. Je pense que c'est le plus important. Alors, vos homologues de l'opposition extra-parlementaire ont voulu hier exprimer clairement leur mécontentement. On a appris hier que dans les CIEDADI où se tenait une conférence de presse, on a vu d'abord les images, suivant que vous l'avez vu également, et les forces de sécurité se sont intervenues pour empêcher la manifestation. L'après-midi, au niveau du centre communautaire de Baie également, c'était pareil. Mais écoutez, est-ce que sur le plan politique, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est bon? Quel est votre avis là-dessus? Je n'ai pas le détail des événements auxquels vous faites référence. Je pense que les acteurs institutionnels et les acteurs, en tant qu'acteurs politiques, ce à quoi je voudrais juste inviter, c'est peut-être que nous puissions, dans la bonne entente, comme cela se fait, puisque nous avons déjà vu des activités se mener
des activités politiques se mener sans aucune anicroche. Nous l'avons déjà vu dans notre pays. Et nous approchons d'une période électorale. Je pense que si nous travaillons de manière coordonnée, de manière en bonne intelligence avec les uns et les autres, les activités se dérouleront dans le bon sens. Donc, je n'ai pas le détail de ces événements de manière spécifique, donc je m'en voudrais de rentrer dedans et de dire des choses qui ne sont pas de la réalité des faits. Mais encore une fois, nous avons déjà eu, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'activités politiques qui sont menées. On a déjà vu des activités politiques se mener sans aucune difficulté. Oui. Et donc, cela est parfaitement possible. Donc, je pense que dans ce sens-là, nous pouvons tous y travailler. C'est une responsabilité collective, à mon avis. Il y a une auditeur sur notre page Facebook qui posait la question, je vais vous la poser, et une autre avant de donner la parole aux auditeurs. Mais avant que le test ne soit voté à l'Assemblée nationale, pour le reprendre, personne ne nous a rien dit. Maintenant qu'on vote les tests, on nous explique. Est-ce que ça vaut la peine de nous expliquer maintenant? Ça vaut toujours la peine de faire de la pédagogie. Ça vaut toujours la peine de faire de la pédagogie. Et encore une fois, dans le cadre d'une discussion sur un test, moi je ne suis pas membre du Parlement. Oui, bien sûr, mais dans le cadre d'une discussion sur un test, il y a deux sorties. Il y a le cas où le test est adopté. Oui. Il y a le cas où, il y a même plusieurs sorties. Il y a le cas où il est adopté profondément remanié. Il y a le cas où il n'est pas adopté. Et donc, le moment dont il parle était un moment où il y avait des échanges en interne de la procédure parlementaire. Donc, je peux comprendre ce qu'il dit, mais je donne cette précision-là. Et une fois que la procédure parlementaire est achevée et qu'il y a un point d'aboutissement qui est entre les différentes options, qui est le point de « ça a été adopté », on peut, à la suite même des élus qui l'ont fait, qui ont donné des détails sur le test, nous pouvons à leur suite donner notre sentiment sur la démarche qui a été entreprise. C'est ce que nous faisons. Et donc, nous espérons que cela permettra déjà de comprendre la dynamique de ce changement et d'appréhender les avantages et les innovations de cette nouvelle constitution. Alors, des avantages, il y en a plusieurs, vous avez évoqué quelques-uns, les innovations également. Mais attendez, pourquoi est-ce que les parlementaires ont réussi à sortir de la Constitution tout ce qui est droit de l'homme? Et tout à l'heure, vous avez dit que ça sera annexé à la Constitution. Et moi, j'ai envie de savoir, ce qui est annexé à la Constitution, est-ce que ça fait partie de la Constitution? Je ne veux pas remonter trop loin dans mes cours de droit constitutionnel, mais il y a une théorie dans la matière qui évoque ce qu'on appelle un bloc de constitutionnalité. C'est-à-dire que la Constitution, c'est le test et un certain nombre de documents dont la valeur est érigée à un niveau constitutionnel qui servent de fondement à la lecture de l'ensemble de la Constitution. Et donc, une annexe à un test comme ça n'est pas une annexe de moindre valeur juridique. C'est juste une manière technique de ne pas avoir un test constitutionnel qui fasse, je ne sais pas, peut-être 200 articles ou quelque chose comme ça, mais d'avoir quelque chose de spécifique et qui, du reste, peut être plus ajusté parce qu'on se rend compte que la question des droits, elle est en réalité dynamique aussi. Parce qu'il y a eu des droits de première génération, des droits et devoirs de première génération. Ensuite, il y a eu des droits plus économiques, des droits sociaux, etc. Et aujourd'hui, on a par exemple des droits liés à la question du développement durable, à la question de l'écologie, qui sont des droits en quelque sorte nouveaux. Et après, il y a aussi des droits qui émergent, qui sont encore en discussion partout dans le monde. Les questions de droit à la vie, les questions de fin de vie, etc. Des questions liées à l'éthique, qui sont des questions qui progressivement émergent et qui peuvent nécessiter, dans cette dynamique-là, d'appréhender ces tests-là à part de la Constitution elle-même, qui est le bloc sur lequel nous avançons. Donc c'est vraiment dans cette logique-là, c'est vraiment pas la logique dans laquelle la question est posée, c'est vraiment ce qui a été fait. Mais ça pose quel problème en le mettant directement dans la Constitution?
Alors, ça peut. Alors là, on rentre dans la technique. Oui, parce qu'avant c'était quoi, 159 articles. Maintenant, 159 articles. on réduit à 100 Maintenant, articles. il y a 100 articles. Il faut aussi que vous intégrez le fait que Oui. déjà, ces 159 articles, Oui. il y a une difficulté, je pense, de tous, des uns et des autres, à appréhender un certain nombre de choses. Il faut que les tests, en général, pour avoir eu une petite expérience à ce niveau-là, il faut que les tests soient le plus rationalisés et le plus efficaces possible. Plus il y a des détails, plus on perd un certain nombre d'éléments fondamentaux. Et je pense sincèrement que la rationalisation n'est pas en soi un sujet. Je pense que ce n'est pas en soi un sujet, et le fait que cela soit directement annexé ne pose pas de problème de valeur juridique. Ça, je peux le dire, même si des spécialistes éminents du droit pourront certainement s'exprimer là-dessus et auront une voix plus autorisée que la mienne sur ce sujet-là. Alors, est-ce que le test là, qui a été voté lundi soir, a déjà été promulgué par le chef de l'État? Au moment où je parle ici, oui. Je n'ai pas d'informations sur cela. Je pense que dans ma position de responsable des jeunes du parti, je ne fais pas le suivi de cela. Techniquement, administrativement, il y a des structures qui sont dédiées à cela. Peut-être qu'il faudrait se rapprocher de ces structures-là, mais moi, je n'ai pas cette information-là. Et d'ailleurs, ce n'est pas, j'allais dire, l'élément qui m'a amené ici, puisque l'objectif, c'est d'expliquer le test en lui-même. Oui. Voilà. Alors, ce test-là, le président de la République actuelle a 14 jours, ou 15 jours si vous voulez, pour pouvoir le promulguer. Si le test est promulgué d'ici le 9 avril ou le 10 tout au plus, pour respecter les 15 jours francs, que devient le président de la République, Faure Gnassingbé, le président de votre parti qui est le président de la République aujourd'hui? Il devient quoi? Il y a dans la dynamique institutionnelle, il y aura ce que le test aura prévu, puisqu'il est possible qu'il y ait soit une disposition, ce qu'on appelle souvent dans ce genre de cas, on appelle des dispositions transitoires, des dispositions finales qui prévoient les cas qui sont les cas en instance. Donc, globalement, cela sera géré. C'est des éléments techniques qui seront appréciés à ce moment-là. Mais encore une fois, je pense qu'il faut retenir plusieurs points. Un, comme vous l'avez dit, l'initiative est une initiative parlementaire, pas gouvernementale, pas présidentielle. Bien sûr. Il faut que cela soit retenu. En deuxième temps, c'est un test qui est une constitution qui n'est pas sur la place d'un individu ou sur le devenir d'une personne ou d'une fonction en tant que telle. C'est-à-dire que cela prévoit des fonctions qui sont des fonctions en tant que telles qui vont se mettre en place. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut considérer que c'est un test général à portée impersonnelle qui a vocation à être mise en œuvre selon les modalités pratiques les plus évidentes. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, honnêtement, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. On voit clairement, et on va entamer comme cela donc l'appel des auditeurs, mais qui vont poser, parce que je vais poser une question, et les deux questions sur le 93, 94, 96, 64. Ça, c'est le numéro pour nous envoyer des messages SMS et WhatsApp, mais le président de la République aujourd'hui, quand on écoute certains, surtout ses opposants, ils disent du moment où ce n'est pas limité, que ce soit sa majorité qui l'élise à l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'il est là à vie. Et dans le contexte togolais aujourd'hui, le président Faure Gnassingbé sera au pouvoir jusqu'à ce qu'il décide un matin de partir. Est-ce que c'est ça? On est dans le contexte là, aujourd'hui? La Constitution prévoit que le président du Conseil, quel que soit celui qui occupera cette fonction, soit élu par la majorité des députés et des sénateurs réunis. Pour 6 ans. La majorité des sénateurs et des députés réunis. Dans ce cadre-là, ils éliront la personne qui juge la plus adaptée
à exercer Encore une fois, je ne pense pas que que ce soit quelque chose de personnel ou de quelque chose sur une personne donnée. Okay. C'est une constitution générale qui travaille sur l'ensemble des institutions de notre pays. Donc c'est cela que nous constatons quand nous avons pris connaissance d'un certain nombre d'éléments du test. Alors, on va maintenant répondre à quelques questions des auditeurs. Nous avons 15 minutes pour cela, c'est ce qu'on a prévu environ. Il y a un auditeur qui nous dit, il est dit qu'une loi, une fois la loi constitutionnelle promulguée, l'ancienne, c'est ce qu'il dit, l'ancienne ne sera plus en vigueur. Le Togo n'étant pas en état de transition, comment le président de la République qui a été élu et prêté serment sur la base de l'ancienne constitution peut l'abroger au profit d'une nouvelle? N'est-ce pas une violation de son serment? C'est la question que pose l'auditeur. Le serment a été fait sur la base de la Constitution. Oui. La même Constitution prévoit les modalités de son changement. Et les deux procédures suivent le test constitutionnel qui existe, et c'est comme ça d'un point de vue juridique. Un test prévoit toujours les conditions de sa modification, de son changement. Et c'est ce qui a été suivi. En cela, il n'y a aucune difficulté d'un point de vue juridique. D'accord, très bien. Ça, on va prendre le premier auditeur qui est au téléphone. Vous allez mettre votre casque et on va l'écouter. Allô? Okay. Oui, bonjour. C'est monsieur? Monsieur Noé, comment allez-vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Que dit l'article 59, s'il vous plaît? Ah. D'accord, très bien. D'accord, très bien. D'accord. Monsieur Noé. Monsieur Noé. Oui. D'accord. Monsieur Noé. Monsieur Noé, on a compris. Excusez-moi, parce que je voulais que ce soit dynamique. Vous avez suffisamment parlé, vous avez posé des questions et vous avez fait un petit commentaire. On a compris. On va laisser la parole au monsieur le ministre de répondre à votre question. Monsieur Onekalizi. Oui, merci beaucoup. Bonjour, monsieur Noé. Merci pour vos questions. Vous avez parlé de l'article 59, qui est l'article qui parle de la question du mandat du président de la République et qui parle de modification. C'est pour ça que j'ai évoqué le fait que la question a été posée et on y a répondu, le fait que c'est un changement et non une modification. Et donc ce changement-là emporte sur les dispositions qui sont prévues dans le cadre des modifications, comme le test le prévoit. Dans l'absolu, vous avez, dans le deuxième temps, vous avez évoqué la question de l'article 52, sur laquelle vous avez demandé est-ce que le fait de dire que les élus restent en fonction, ça les autorise à faire... à prendre des actes comme à prendre des actes. Oui.
j'ai tendance à considérer que le constituant, le test constitutionnel n'a pas limité dans son expression la portée des actions ou les actions que les législateurs peuvent mener dans cette période. Il y a, comme vous l'avez dit, vous avez parlé de dissolution, il y a un certain nombre d'actes qui ne sont pas possibles après une dissolution. Et la Constitution elle-même le prévoit. Donc, en l'occurrence, ce à quoi vous faites référence, ce n'est pas le cas. Et je pense que l'analogie avec un certain nombre de choses qui existent avec des personnes retraitées, etc., je pense que ce n'est pas la bonne, mais c'est votre opinion que je respecte tout à fait. Je vous remercie. Merci, M. Malik. 92 60 81 81. C'est le seul numéro sur lequel vous pouvez nous appeler en direct pour poser votre question à notre invité. Alors, le 93 94, là, c'est juste pour envoyer des messages, SMS et WhatsApp, s'il vous plaît. On prend le deuxième auditeur au téléphone. Allô? Quel est votre nom, s'il vous plaît? Ça veut dire que vous nous écoutez parfaitement. Allez-y, M. Rachid. Bonjour. Est-ce que, en changeant la constitution, en ce temps-ci, à quelques des élections, est-ce que pour eux, c'est bon de le faire? Pourquoi ne pas attendre qu'il y ait des nouveaux élus pour qu'ils puissent changer, opérer la constitution? D'accord. Merci beaucoup, M. Rachid. Oui. La loi est promulguée, le texte est promulgué. Ça entre en vigueur, ça veut dire que 2025, la population n'aura pas le droit maintenant au vote. Ça veut dire que tout se ferait à l'Assemblée. Exact. Oui. Bon, maintenant, quel doit être maintenant, depuis que la vie, donc maintenant, des autres partis? S'il y a un nouveau parti, au fait que les autres opposants est à la majorité, ils décident maintenant de ramener l'ancienne constitution de leur côté. Ils comptent en faire quoi? Merci beaucoup, M. Rachid. Merci d'avoir écouté sa question. Allez-y. C'est une question assez pertinente quand même sur le sujet. La question qui a été régulièrement posée sur la question de l'agenda, est-ce qu'il n'est pas opportun d'attendre, on a les parlé élections, de parce que c'est à quelques jours. D'attendre les élections, mais je pense que en toute chose, il y aura toujours des analyses qui iront dans un autre sens. Parce qu'on aurait très bien pu imaginer que ce soit comme ça. Et dès le lendemain des élections, si Dieu faisant, la majorité des 4/5e était acquise quand même par le Parti Unir et qu'il s'engageait dans cette modification, on pouvait dire que c'était un agenda caché qui n'a pas été annoncé avant les élections législatives. Sinon, peut-être que la population se serait comportée différemment, etc. On aurait pu passer d'agenda caché. C'est pour ça que je dis que je suis assez... je trouve que c'est un acte de transparence. C'est une intention qui était là, l'agenda le permettait, et donc je pense que dans ce cas, il vaut mieux ne pas cacher les choses pour pouvoir ensuite aller vers la population tout en n'ayant pas tout dit, et ensuite revenir en disant, au fait, on avait une réforme dans le sac, etc. Donc moi, c'est comme ça que j'ai la lecture. Le deuxième point, c'est sur la question de l'élection, en disant, il y a une petite minute pour finir la séance de questions-réponses avec notre invité Kanka Malik Nachaba, qui est le délégué national du mouvement des jeunes UNIRA. On était coupé dans notre élan sur la question de l'auditeur Rachid par rapport donc la question du 4/5e de 3 tiers pour le référendum. Oui, bon, il y avait deux questions. Oui. Il a d'abord posé la question de savoir... en disant, ça veut dire que les Togolais ou les populations ne vont pas participer à l'élection du président de la République. Je pense qu'il faut peut-être analyser les choses globalement et peut-être prendre quelques références tout simplement. Vous avez donné des exemples de pays qui sont dans le régime parlementaire. Oui. Dans ces pays-là, il ne viendrait jamais à l'idée de qui que ce soit de dire que la population ne participe pas à
à l'élection des présidents de conseil, par exemple de la chancelière de l'Allemagne ou du Premier ministre britannique. On peut pas, il ne viendrait pas à l'idée. Pourtant, c'est cela le système parlementaire. C'est à travers les élus que la population participe. Donc, il faut avoir à l'esprit que la population participe bien, mais ce n'est pas direct, c'est à travers les élus. Et dans ces pays où ce système est mis en œuvre, le Canada, Israël, etc., il y a pas de challenge sur la légitimité. Parfois même au contraire, c'est dans notre environnement où on a des systèmes où on a une élection au suffrage universel que nous avons pris de notre ancien pays colonisateur, où parfois on peut se retrouver avec des élections, chez nous les taux sont souvent élevés, avec des élections avec des taux relativement bas et qui sortent avec des élections du premier leader qui ne sont pas aussi larges que parfois quand il est élu par la voie parlementaire où là il y a l'ensemble des élus de tout le pays qui se prononcent sur lui. Donc il y a vraiment une nuance à avoir là-dessus. S'agissant des 4/5e, c'est le jeu politique comme il a dit, hein. Si demain il y a une question d'inversion de majorité, cela s'exprimera politiquement. Maintenant, il a dit, est-ce que par rapport au test qui prévoit la question des 4/5e, la Constitution prévoit les modes de sa révision et indique qu'il y a deux options. Il y a le référendum et il y a la voie parlementaire. La voie parlementaire, il faut obtenir 4/5e des voix. Et actuellement, la réforme a obtenu plus de 4/5e des voix. Une unanimité, sinon la quasi-unanimité. Et donc, si ce n'est pas le cas, il faut renforcer par un référendum. C'est ce qui a été fait dans le cadre de notre test. Alors, je ne sais pas si on peut reprendre un auditeur au téléphone sur le 92 60 81 81. Juste un auditeur parce que là, on a dépassé les temps par rapport à ce qu'on a connu comme difficulté ce matin. Alors, il y a un auditeur qui nous dit déjà par message, entre changer la Constitution pour rester à vie au pouvoir et goudronner une route digne de voir à Lomé, à Dapaon, et éviter beaucoup d'accidents de circulation, lequel est bénéfique pour la population togolaise aujourd'hui? C'est tendancieux cette question. Non, je pense que c'est deux choses qui sont mises sur le même plan, alors que c'est deux choses extrêmement différentes. Mais je voudrais dire avec vraiment beaucoup de simplicité et d'humilité, en sachant qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, en disant que Lomé n'a pas à rougir de la voirie urbaine. Et je ne sais pas si notre ami est allé récemment à Dapaon, mais Dapaon est traversé par une voirie goudronnée du début à la fin de la ville, jusqu'à la sortie de la ville. Ça se traverse, j'allais dire, sans fin. Et même la voie qui part de Kanté jusqu'à Dapaon a été faite en 2020. Et aujourd'hui, on a des voies majeures dans toutes les régions qui ont été refaites. On a la voie Lomé-Anéhor qui a été faite, la voie Lomé-Palimé qui a été faite. On a la voie Sokodé-Bassar qui a été entamée et qui est très avancée. On pourrait citer toutes ces voies-là qui ont été faites. Donc, en réalité, oui, il y a des chantiers, le pays avance et nous devons nous en féliciter. On va prendre le dernier auditeur au téléphone maintenant. Allô? Bonjour. C'est monsieur? Monsieur Commis, nous vous écoutons. On n'a pas 2 minutes, hein. Allez-y rapidement, très rapidement s'il vous plaît. Oui. Parlait de changement de constitution. Parce que la constitution actuelle ne prévoit pas de changement de constitution. La constitution actuelle prévoit la modification de l'article 59 par un référendum et prévoit la révision de la constitution par l'article 144 et 144. Et du même coup, l'alinéa 4 de l'article 144. Comment on ne peut pas modifier la Constitution, mais modifier la Constitution en matière de pouvoir de l'État. Maintenant, eux sont allés carrément changer la Constitution. Quel article dans la Constitution congolaise qu'ils autorisent a changé complètement la Constitution? Et pour finir, quels sont les inconvénients du régime parlementaire? D'accord. Parce qu'il a des avantages.
savoir quels sont les inconvénients. J'ai oublié ceci. L'article 148 de notre constitution dit que toute tentative de renversement du régime constitutionnel est considérée comme un crime imprescriptible. Ça, c'est le coup d'État. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'article qui prévoit le changement explicitement de la constitution pour décider de faire un coup d'État par notre Ah. Moi, c'est parce que moi, je voulais dire en parlant de coup d'État, mais c'est pas quand les gens prennent les armes pour renverser l'institution, l'ordre constitutionnel, c'est de ça que moi je vais parler. Mais là, vous parlez d'autre chose. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, il demande si j'ai été personnellement consulté. Je vais y répondre. Si vous êtes dans les secrets des dieux, si j'ai été personnellement consulté, je vais y répondre en disant que il ne s'agit pas de ma modeste personne ici. On est en train de parler d'un test, donc il ne s'agit pas de qui, etc. Aujourd'hui, on parle d'un test qui a été adopté par l'Assemblée nationale. Bien sûr. Et donc, je pense que c'est à cela qu'il faut s'en tenir. Nous avons parfois tendance à personnaliser les choses, et parfois à l'extrême, et à aller dans un sens qui ne facilite pas le vivre ensemble. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de nous travaillons et l'Assemblée nationale qui est dans sa procédure. Moi, je ne suis pas parlementaire, donc je ne vois pas, j'allais dire, à quel titre j'aurais été consulté, mais ça, il le sait très bien. Donc certainement, s'il pose la question, c'est pour me faire parler ou que je puisse donner quelques éléments d'appréciation. Donc les députés ont fait leur travail de manière libre et autonome. Pour ce qui est des articles, je pense que nous avons longuement dit les tests qui fondent la réforme de la Constitution, et ces tests-là sont des tests qui sont dans notre Constitution. L'article 144 auquel il a fait référence sont des tests qui fondent la Constitution, et la définition même qu'il donne, ça c'est une appréciation qu'il a eu à faire en disant, en allant jusqu'à l'extrême et en évoquant des situations qui ne sont pas la réalité, à mon avis. Je pense que ce n'est pas cela. Je pense que la réforme a été faite selon une technique constitutionnelle qui respecte l'ensemble de nos tests. Et ce n'est pas que moi qui le dis. À ce moment-là, on pourrait dire que c'est un acteur politique qui le dit, mais je pense que des éminents juristes se sont déjà exprimés largement sur la question, et je ne pense pas qu'on puisse les soupçonner de mélanger les genres, parce qu'ils ont leur réputation scientifique à défendre, et c'est sur la base de leur réputation scientifique qu'ils ont eu à faire les analyses qu'ils ont pu faire. Sur l'inconvénient, rapidement, on entre en l'antenne. Sur l'inconvénient, vous l'avez, toute œuvre humaine, il y a des inconvénients. Bien sûr. Toute œuvre humaine, il y a des inconvénients. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la question de la configuration politique, question de la configuration politique du Parlement. Peut arriver que cette configuration politique, soit en cours de mandat pour des questions de déloyauté ou des questions de mésentente, peut changer. Et là, il faudra trouver des alliances, trouver des articulations pour pouvoir constituer une majorité et gouverner, effectivement. Donc, c'est des réalités. Peut-être que l'autre question aussi, c'est que nous avons culturellement, malgré ce que nous disons, nous avons culturellement des attitudes ou des manières de fonctionner où nous aimons avoir un chef qui soit le leader vers lequel nous nous tournons, etc. Mais aussi, nous devons sentir que la jeunesse a besoin de plus de décentralisation de ce pouvoir-là. Pas un pouvoir descendant d'un chef, etc., mais d'un pouvoir plus décentralisé. Il y aura toujours un chef. Il y aura toujours un chef, mais qui sera plus décentralisé, un pouvoir qui sera plus partagé, une gouvernance plus concertée au sein des parlementaires, parce que c'est l'émanation du peuple, le Parlement. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Ça va être quelques couacs là, tout au long, avec l'instabilité de la fourniture de l'énergie électrique. Mais pour conclure, un dernier message en 30-45 secondes. Non, je pense que je vous remercie pour l'invitation. Je remercie les auditeurs avec qui nous avions un échange qui était certainement moins long que ce qui était prévu compte tenu des aléas techniques. Et nous sommes heureux chaque fois d'avoir ces échanges-là, même s'ils sont vifs. Je pense que nous sommes tous intéressés par l'intérêt général,
personne n'a le monopole de cet intérêt général. Nous pensons tous au bien-être de notre pays. Et donc, c'est dans cet esprit que ces discussions se tiennent. Et je saisis cette opportunité pour souhaiter une bonne semaine sainte à ceux qui sont catholiques et une bonne suite de jeûne de Ramadan à tous ceux qui sont musulmans aussi et qui pratiquent ce jeûne, et que la main de Dieu soit toujours sur notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup à M. Kankamali Kenativa. Je rappelle que vous êtes délégué national du mouvement des jeunes UNIR. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci à tous nos auditeurs. Toutes nos excuses encore une fois pour ces aléas techniques liés beaucoup plus, il faut le préciser, c'est la saison à la fourniture en énergie électrique. Appelez-moi Saint-Irrigator, le plaisir sera pour nous de vous retrouver demain à 11h à la gare routière de l'information, mais un peu plus tôt à 7h, on sera à l'antenne pour Taxi Media Show. À très bientôt, au revoir.